Laïla Clairabi, peut-être d'abord sur la genèse de votre spectacle. On est entre 2011 et 2013. Révolte populaire d'abord pacifique. Très vite, ça va dégénérer en un conflit terrible, en une grave crise humanitaire. Plus de 500 000 morts aujourd'hui. Vous, à l'époque, vous êtes à Paris. Vous suivez comme tout le monde l'actualité. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous dire il faut que je fasse un spectacle? Vous n'arrivez pas à dormir à l'époque? Oui, comme beaucoup, je suis à l'époque très préoccupée par ce qui se passe. Et puis, on travaille chacun avec nos médiums. Quand on est artiste, on se dit, tiens, avec mon médium, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, donc, mon médium, c'est le théâtre. Donc, j'ai cherché comment parler de ce qui se passait avec le théâtre. Et puis, un peu plus tard, en fait, fin 2014, j'ai découvert les textes de Mohamed El Attar. Mohamed El Attar est un auteur syrien qui, très tôt, dès 2011, a écrit des textes à chaud qui racontaient ce qui se passait. Et puis l'idée a été de rassembler 3 textes en une trilogie qui se déroule entre 2011 et 2013, parce que justement ces 3 textes permettaient de raconter le basculement, le soulèvement révolutionnaire, le caractère massif de la répression qui a mené à l'engrenage militaire et à la guerre civile que l'on sait. Donc l'idée était vraiment, c'est un projet qu'on a mis longtemps à monter et à concrétiser, exactement. Et donc, au départ, l'idée était de raconter ce basculement. Et puis, petit à petit, plus le temps passe, plus la distance historique s'installe, plus il me semble urgent et tout à fait nécessaire de rappeler comment ça s'est passé et de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé au début? Ce conflit n'a pas commencé comme un conflit civil, ce n'est pas la même histoire qu'au Liban dans les années 70, mais qu'est-ce qui s'est passé de manière collective? Quels sont les espoirs et les élans? Dites-nous, puisque c'est incarné sur scène, notamment par des jeunes comédiens. Vous êtes présente, vous aussi, à la fois traductrice, narratrice. C'est ça. Ce sont des jeunes plutôt laïcs qui aspirent au changement, c'est ça? En fait, le spectacle est basé sur ces 3 textes de Mohamed El Attar, qui sont 3 textes de fiction. Qui mettent en scène des jeunes Syriens trentenaires, qui sont ceux qui ont porté et les manifestations et qui ont été porteurs des espoirs, qui ont, comme Jonathan Littell le disait très justement dans son livre Les Carnets de Homs en 2012-2013, qui ont eu le courage de soulever la chape de plomb qui avait pesé sur leur père depuis 1970, depuis le coup d'État de Hafez el-Assad, et qui, à un moment donné, se disent, tiens, peut-être c'est le moment. Peut-être c'est le moment où, depuis 2 générations, on a peur et la population subit toutes les brimades. Plus que les brimades, vraiment la répression de manière vraiment frontale. Et peut-être que c'est le moment, peut-être que dans le mouvement des printemps arabes, on va réussir à faire basculer quelque chose, on va réussir à faire craquer ce régime. Bon, l'histoire ne leur a pas forcément, ou pour le moment, pas encore donné raison. Après, c'est assez compliqué. Mais aussi, ce qui me semblait important, c'est de pouvoir raconter 2011-2013. C'était aussi d'un point de vue avec des repères fictifs, puisque avec des narrations fictives, c'est ce qui permettait de raconter le début, puisque après, à partir de 2013, le conflit se régionalise, s'internationalise. Il y a d'autres puissances qui entrent en jeu, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi orpheline? C'est vrai que beaucoup de Syriens disaient à ce moment-là, 2011-2013, surtout en 2013, vous nous avez abandonnés à la communauté internationale, ce que l'on peut appeler la communauté internationale. Pourquoi orpheline? Alors la formule révolution orpheline, je la dois à Farouk Mardambe, qui est éditeur et directeur des éditions Actes Sud, enfin de la collection Sindibad, et qui à un moment dit, mais en fait cette révolution est orpheline puisque tous les opposants ont été au début soutenus par la France, les États-Unis et d'autres, et puis il y a eu un moment où ces soutiens se sont retirés. Et donc l'opposition, la révolution a été à un moment donné orpheline de ses soutiens. Et ça me semblait un titre, puisque le mot chronique est aussi important, puisqu'on suit des trajectoires particulières à travers ces différents personnages. Et donc il me semblait important de passer par l'intime et par le récit individuel pour raconter ce moment-là. Damas, le 15 avril 2011. C'est comme si la barrière de la peur était plus épaisse que ce que j'imaginais, ou bien comme si moi-même j'étais plus lâche que ce que je ne pensais. Il n'avait pas encore utilisé l'électricité sur moi, mais... Tu peux regarder la caméra? Ce qu'on peut dire quand même, c'est que en septembre 2013, donc au moment où Fares arrive à Marlat El Nouman, à peu près 40 à 50% des gens sont déjà revenus.
Youssef était là, enfin présent à Maharat, quand les rebelles ont mis en place le nouvel hôpital. Oui, il était là. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler avec autant d'acharnement. On était en désaccord sur tout, mais en même temps, je pouvais lui confier ma maison, ma famille. Sur quoi vous étiez en désaccord? Sur la politique, évidemment. Régis Le Sommier, Révolution orpheline. Vous qui êtes l'auteur de Bachar al-Assad, on imagine que vous adhérez. Il y a eu ce basculement en 2013 ? Je pense que le titre, je n'ai pas vu la pièce, mais je pense que l'idée de la révolution orpheline, en tout cas, à un moment, cette aspiration, ce mouvement qui est au départ, qui commence à Dera en mars 2011 et qui va peu à peu s'étendre à toute la Syrie, assez rapidement, effectivement, ce mouvement va être dépassé par vous parlez de l'année 2013. 2013, c'est l'année de structuration de l'État islamique aussi. C'est l'année de l'émergence d'une véritable force aussi islamiste, pas que l'État islamique, avec Jabhat al-Nusra et autres, qui vont progressivement, assez rapidement en fait, prendre le lead dans l'opposition armée. Alors, effectivement, moi je remets absolument pas en cause le fait qu'il y ait eu ces aspirations-là. Néanmoins, sur la question des islamistes, il faut revenir un tout petit peu en arrière, regarder ce qui s'est passé dans les années 80. Les opposants principaux au gouvernement d'Hafez el-Assad à l'époque, ce sont les islamistes. L'affaire de Hama, avec le massacre qui s'ensuit, Hama est conquise par les frères musulmans. Les frères musulmans font des campagnes d'attentats un peu partout en Syrie. Donc c'est une opposition qui existe déjà. Et que cette opposition se retrouve dans l'opposition armée, il y a une certaine logique. C'est-à-dire que c'était peut-être les mieux préparés, en tout cas les plus aptes à combattre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont assez rapidement pris le lead dans l'opposition. On va peut-être voir à l'image Nicolas Sarkozy, l'ancien président français qui accueillait le 14 juillet 2008 un certain Bachar al-Assad. Il y avait à l'époque aussi Hosni Moubarak, il y avait Mouammar Kadhafi, comme quoi l'histoire peut parfois très vite basculer. Vous avez beaucoup écouté attentivement Régis Le Sommier. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, alors qu'il a été présenté comme étant moderne, que c'était une chance, qu'on allait tourner la page d'Hafez el-Assad? Après, rappelons deux choses. C'est que c'était très intéressant sur ce que vous disiez sur les liens et les alliances ponctuelles entre les Kurdes du YPG et le régime. Elles ne sont pas nouvelles. On les voit maintenant à l'œuvre, mais dès 2013. Et c'est une des choses dont on parle dans les textes de Mohamed El Attad, cette bascule des alliances. La deuxième chose que je voulais rappeler aussi, c'est on peut vous suivre tout à fait sur le déroulé. L'opposition islamiste dans les années 80. Ce qui s'est passé quand même en 2011, c'est qu'il y avait des revendications, et on a pu l'entendre à foison lors des manifestations, qui étaient unitaires et qui étaient tout à fait nationales. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important à conserver dans la mémoire. D'où votre spectacle aussi, justement, c'est-à-dire que ne l'oublions pas. Les manifestants syriens, ils étaient kurdes, ils étaient chrétiens, ils étaient alaouites, ils étaient sunnites, même si le jeu des alliances et des minorités et des majorités par rapport au pouvoir était joué à plein, mais les revendications étaient tout à fait unitaires.